Donc aujourd'hui c'est le dernier cours, on va faire un chapitre qui est assez indépendant de tout ce qui précède, même si vous allez voir on va reprendre certains éléments. Et on va parler de laser. Alors quand on parle de laser, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé des lasers en TP, tout ça, en TP je veux dire. En général quand on parle de laser aux gens, ils pensent à différentes choses. Donc on fera un petit quiz après pour savoir à quoi est-ce que vous pensez. Vous êtes prêts? Donc voilà, ça vous fait penser à ça. Donc là vous avez Star Wars, vous avez un combat à l'épée. Là vous avez des lasers qui sortent de vaisseaux spatiaux, des armes utilisées comme des armes. Donc voilà, là quand on parle de... Bon, ça je vais l'arrêter parce que c'est un peu chiant. Okay. Donc quand on parle de laser aux gens, c'est quelque chose qui parle beaucoup à l'imaginaire des gens. On voit de la lumière sous une forme concentrée qui est envoyée quelque part et qui peut être utilisée pour faire des effets spéciaux dans les films. Bon, dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, ce que ça vous évoque le mot laser, si vous voulez décrire à quelqu'un ce que c'est qu'un laser? Je vous écoute. Attends, aujourd'hui. Non. Allez. Bon, les Américains veulent en monter sur des avions pour détruire des missiles envoyés. D'accord, donc ça nous dit quelque chose sur ce à quoi ça peut servir. Ouais. D'accord. Il pourrait envoyer des fléchettes aussi, ça c'est pareil, hein, l'effet serait le même. Qu'est-ce qu'elle a la lumière laser de spécial? Concentré. D'accord, concentré comment? Donc spatialement, tu veux dire, on arrive à en mettre beaucoup sur un petit endroit. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre? Quand vous l'utilisez en TP, par exemple, vous l'utilisez pour quoi? Est-ce que vous vous souvenez d'une manip en TP où vous utilisez des lasers? Est-ce que c'est cohérent? Oui, très bien, c'est cohérent, c'est-à-dire Cohérence temporelle. temporelle. Ok, on a vu deux types de cohérence, effectivement, ça a une grande cohérence temporelle. Et en fait, la plupart des propriétés intéressantes des lasers elles viennent de là. En fait. C'est le fait que c'est vraiment une source lumineuse qui a une propriété de cohérence temporelle vraiment exceptionnelle. Pourquoi? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que certaines sources qu'on appelle des lasers ont une très bonne cohérence temporelle et pourquoi d'autres, genre ça, là, les néons, ça n'en a pas? Vas-y. Allez. En plus, vous savez. Non? Toi, tu sais, allez, vas-y. Non? Ok. Je sais pas si les trains d'onde ils sont en phase. Il y a une histoire de phase entre les trains d'onde. Et histoire de phase, ouais. Alors, entre les trains d'onde, c'est un peu bizarre parce que ce qu'on appelle des trains d'onde en optique, c'est justement des ensembles qui n'ont pas de relation de phase les unes avec les autres. Donc, si deux oscillations sont en phase l'une avec l'autre, elles appartiennent à un même train d'onde. Mais une histoire comme ça, effectivement, de phase. Est-ce que vous savez comment c'est fait un laser? Vous voyez les lasers que vous avez sur les paillasses, là, en TP, c'est des boîtes noires parallélépipédiques. Merde, je m'étais entraîné pourtant, je pense. C'est des boîtes noires des boîtes rectangulaires, noires, grandes comme ça. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a des miroirs, ouais, ça on va voir le rôle que ça a. Et entre les miroirs, un gaz, lequel? Ça dépend du laser. Ceux que vous avez, c'est toujours les mêmes en fait. Ouais, c'est hélium et néon, d'accord. Et alors, au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe de remarquable dans ces sources laser? Et après, j'arrêterai là la séance de quiz. Ça va être ça le nœud de la leçon aujourd'hui. La question c'est, qu'est-ce qui se passe dans le gaz, dans les sources laser, qui fait qu'on a à la sortie une onde qui est vachement cohérente, alors qu'on a aussi du gaz dans les lampes à incandescence, par exemple, et c'est pas de la lumière très cohérente. C'est un des photons du gaz. Alors, dans le gaz, il n'y a pas de photons, a priori, mais on peut faire une phrase avec des photons, ouais. C'est quand les atomes se désexcitent. Oui. Quand il y a un atome qui se désexcite, il émet un photon. Oui. Si le photon rencontre un autre atome excité, il se désexcite en émettant le même photon. Super. Ça s'appelle comment ce processus? Machin forcé, c'est pas de photons. Alors, machin, c'est pas bon, forcé non plus, mais c'est presque ça. Vas-y. C'est forcé, on est forcé. Alors, le mot forcé, c'est plus dans des oscillations.
Ça revient à ça, mais le terme consacré, c'est pas ça, non. C'est émission de quelque chose. Alors c'est l'autre. Spontané, justement, il n'y a pas besoin de... Non spontané. Non, forcé, ok, non. Stimulé, ou induite, hein, émission stimulée, émission. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui de sources dans lesquelles le phénomène qui est responsable de l'émission de la lumière, il est très particulier, c'est le phénomène d'émission stimulée. Alors, je vais quand même mettre le nom du chapitre, je ne sais plus quel numéro c'est déjà, 9, 6, reste pareil. Laser. Je vais commencer par vous parler des processus d'émission et d'absorption dans les atomes. Alors, vous avez vu en première année au moins, puis vous l'avez vu après, que la matière est faite d'atomes. Dans les gaz, ces atomes sont séparés les uns des autres, ils évoluent indépendamment les uns des autres, et ces atomes peuvent avoir des niveaux d'énergie discrets. Donc un atome, c'est un noyau chargé positivement avec un ou plusieurs électrons autour, et ces électrons ne peuvent occuper que certains niveaux d'énergie discrets. Ça, c'est la mécanique quantique qui nous dit ça, et c'est aussi expérimentalement ce qu'on observe. Et ça veut dire que si vous avez ici un atome que je vais mettre ici dans son état fondamental, c'est-à-dire l'état le plus bas possible, cet atome, si vous lui faites arriver dessus de la lumière, que je vais représenter comme ça, et je vais noter à chaque fois photon. Je n'ai pas tellement parlé dans ce cours de l'aspect photon de la lumière, je vais juste en dire un mot maintenant. Quand on essaye de décrire la lumière par la mécanique quantique, on s'aperçoit que la lumière, effectivement, ne peut être détectée que par paquet d'énergie donnée. Et l'énergie d'un paquet, c'est donné par H fois nu, où ça c'est la constante de Planck, et ça c'est la fréquence de l'onde. Et un paquet d'énergie qui a cette énergie-là, ça s'appelle un photon, et tout se passe comme si la lumière se déplaçait par paquet, qu'on appelle un paquet d'entités qu'on appelle chacun des photons. Alors ça peut être vraiment complexe, hein, la notion de photon, là je fais juste qu'égratigner la notion, mais on n'a pas tellement besoin de plus que ça. Donc quand de la lumière arrive sur un atome dans l'état fondamental, un photon peut être absorbé par l'atome, c'est-à-dire le faire passer dans un état excité. Je vais représenter ici dans les schémas par ça. Quand il va être plein, ça va être qu'il est dans un état excité. Voilà, c'est-à-dire que si ici il avait l'énergie EI, ici l'énergie EJ est égale à EI plus H fois nu. H nu, c'est donc l'énergie du photon incident. Donc l'atome peut absorber ce photon à condition que l'énergie ici soit un état permis pour l'atome. J'ai dit tout à l'heure que les électrons pouvaient occuper que des niveaux discrets. Il faut du coup que la différence d'énergie entre EJ et EI corresponde exactement à une différence permise dans l'atome. Et si c'est le cas, le photon peut être absorbé. Ça, ce processus-là, ça s'appelle l'absorption. Et c'est ça qui est responsable du fait qu'un faisceau lumineux, quand vous l'envoyez dans la matière, et bien, son intensité peut diminuer au cours de sa propagation. Le faisceau est absorbé par le milieu. Donc j'ai mis ici le cas d'un atome tout seul, ça pourrait être aussi le cas d'atomes qui sont dans des solides ou dans des liquides. Je vais ici m'intéresser vraiment juste à des atomes pris un par un, donc ça s'appliquera plutôt à des gaz. En principe, tout pourra être transposé. Ça, c'est l'absorption. Maintenant, il y a aussi un autre processus, le pendant de celui-là, qui est l'émission. Quand vous avez un atome dans un état excité, ici, il peut, de manière spontanée, si vous attendez assez longtemps, se désexciter, en se transformant en un atome dans l'état fondamental, avec un photon ici, où lui, il a l'énergie EJ, lui, il a l'énergie EI, et le photon ici a l'énergie H nu. Et ça, l'énergie ici du photon est donnée par la différence d'énergie EJ moins EI. Donc l'atome se désexcite en envoyant un photon qui envoie l'énergie surnuméraire. Ça, ce processus est appelé l'émission spontanée. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière complètement aléatoire. Alors, il y a quand même un temps associé à ça. On y reviendra tout à l'heure. Il y a un temps typique au-delà de laquelle on peut espérer, avec une bonne certitude, que l'atome s'est désexcité. Mais c'est un phénomène qui est
spontanée et aléatoire, dans le sens où il n'y a pas besoin d'agent extérieur, c'est spontané, et c'est aléatoire, ça peut se faire dans toutes les directions possibles. Une fois que vous avez votre photon qui est excité, il peut émettre un peu partout, dans toutes les directions, et vous ne pouvez pas le prédire à l'avance, ça c'est un phénomène quantique. Ce que vous pouvez déterminer, c'est la probabilité que pendant un certain temps, l'atome se soit désexcité. Et enfin, il y a un troisième processus, qui est celui qui va nous intéresser ici, mais qui est probablement le moins intuitif, et qui s'appelle l'émission induite. Et là, c'est cette fois-ci, vous avez un atome dans un état excité, sur lequel arrive un photon avec l'énergie h nu, qui est égale à une différence d'énergie permise dans l'atome. Et donc, vous envoyez comme ça un tel photon sur cet atome, vous avez une probabilité non nulle que l'atome se désintègre en envoyant un deuxième photon. Donc, ce photon-là n'est pas absorbé, hein. Lui, là, ce qu'il fait, c'est qu'il passe à l'état d'énergie inférieure, donc il perd un photon. Donc ce photon de départ repart par là-bas, et le photon émis par l'atome dans ce processus-là, il y a une propriété importante, c'est qu'il est exactement identique au premier. Donc le photon incident déclenche la désexcitation de l'atome et conduit à l'émission d'un deuxième photon qui est rigoureusement identique au premier. Ça, c'est vraiment important. Ici, ces photons, de même, ont la même énergie. Ils ont aussi la même polarisation, j'en ai pas trop parlé, mais je vous dis quand même. Ils ont la même direction, la même quantité de mouvement, tout quoi. La même phase, c'est super important ça. En fait, c'est les mêmes, c'est vraiment des jumeaux l'un l'autre. Et ça s'appelle l'émission induite. Vous savez quel savant a émis l'hypothèse de ça? Ouais, c'est vrai que sur Einstein, on a une chance sur deux d'avoir bon. Ouais, c'est lui, effectivement, dans les années 1910. Je vous dirai un petit peu après comment on en est venu à ça. Alors, on peut écrire maintenant, aller un peu plus dans le quantitatif et écrire des probabilités de désintégration associées à ces différents processus. Et ce que je vais écrire ici, ça va être la probabilité qu'un de ces processus ait lieu pendant un temps dt. Et ça va être des formules de la forme d probabilité sur dt est égal à quelque chose, et donc ça va être la probabilité par unité de temps. Pour l'absorption ici, donc c'est quelque chose qui va être proportionnel. Alors, ça va être proportionnel à la quantité de photons qu'il y a dans le milieu. Ça va aussi être proportionnel à la quantité d'atomes qu'il y a dans le milieu. Alors, je reformule. Le nombre d'absorptions qui vont avoir lieu dans un milieu va être d'autant plus important que le nombre de photons est grand, d'autant plus important que le nombre d'atomes ici est grand. Je m'intéresse ici à la probabilité qu'un photon, c'est ça qui va m'intéresser, la probabilité qu'un photon soit absorbé. Donc j'ai un photon, un seul, il arrive dans un milieu qui a la probabilité que pendant un temps dt il soit absorbé. Cette probabilité est d'autant plus grande que le nombre d'atomes ici dans l'état fondamental est grand, donc ça va être ici proportionnel à n, ce que je vais noter ni. Ça, c'est le nombre d'atomes dans l'état I, c'est-à-dire dans l'état fondamental, dans ce que j'ai noté ici. Ça va être aussi... il va y avoir aussi un signe moins devant. Un signe moins parce que pardon. Je suis en train de penser en même temps que j'écris, et je pense à ce que j'écris après. La probabilité est positive, il n'y a pas du tout de signe moins pour l'instant. Donc la probabilité d'absorption est donnée par quelque chose fois ni, et on va essayer d'être un petit peu plus précis sur le quelque chose ici. Allez-y, de quoi est-ce que ça peut dépendre? Est-ce que vous avez une idée de ça? Oui, alors ça va effectivement dépendre de l'énergie du photon. C'est-à-dire que si le photon il a une énergie qui est pile égale à la différence d'énergie permise entre cet état-là et cet état-là,
eh bien, le photon va pouvoir être absorbé. S'il a une énergie complètement différente, il ne va pas l'être du tout. Mais entre les deux, il y a un continuum en fait. Si le photon a une énergie qui est très proche de l'énergie qu'il faut, mais pas exactement égale, en fait, on peut montrer qu'il a quand même une probabilité non nulle d'être absorbé. Donc on va avoir ici un coefficient que je vais noter BIJ. Le I et le J, ça désigne l'état final, l'état initial, ça désigne l'état final, donc c'est une probabilité de passer de l'état I à l'état J, et ce coefficient-là dépend de la fréquence ou de l'énergie du photon. Et je vais mettre dépend de nul, c'est-à-dire dépend de la fréquence du photon qu'on considère. Donc on introduit comme ça un coefficient ici, coefficient de proportionnalité, qui donne la probabilité que l'atome soit absorbé. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à le dire, en fait c'était vraiment simple. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que la probabilité que le photon soit absorbé, elle est d'autant plus grande qu'il y a des atomes qui peuvent subir cette absorption. On peut faire la même chose pour les autres processus, pour l'émission induite. La probabilité ici, elle est proportionnelle aussi au nombre d'atomes qui sont là-dedans, mais cette fois-ci c'est le nombre d'atomes dans l'état J. Et ça on le note aussi avec la lettre grand B. Vous allez voir pourquoi là, dans 5 minutes, je vais vous dire pourquoi on a la même notation pour ces deux coefficients. Et donc ça c'est quelque chose qui est relié au passage de l'état excité vers l'état fondamental, de J vers I. Et ça c'est quelque chose qui est proportionnel cette fois à NJ, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans l'état excité, puisque c'est sur ça que se fait l'émission induite. Et enfin, pour l'émission spontanée, ben là ça dépend de rien, on a un certain nombre d'atomes qui est là-dedans. Ça dépend de quoi? Si, ça dépend de N. Ça dépend de NJ aussi, c'est quelque chose qui est proportionnel à NJ. Et le coefficient qui est ici, on le note cette fois-ci AIJ. Alors c'est peut-être un peu bizarre, hein, ce A, ce grand B, c'est vraiment des notations que vous allez trouver dans tous les bouquins, donc je ne vais pas les changer ici. Et alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'utiliser ça pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand un photon se balade dans un milieu? Imaginez qu'on ait ici un milieu qui contient différents types d'atomes, donc qui contient des atomes dont certains sont dans l'état fondamental et d'autres sont dans l'état excité. Voilà. Et ça c'est le cas, hein, vous savez qu'à cause de la température dans un milieu, certains atomes peuvent se trouver spontanément dans un état excité. À température ordinaire, en général, il y a très peu d'atomes dans l'état excité pour un gaz normal, mais si on monte la température, il peut y avoir une fraction conséquente. Bon. Donc, considérons un milieu dans lequel vous avez au moins quelques atomes qui sont dans l'état excité, et on a un photon qui se balade là-dedans. Et la question que l'on va se poser ici, c'est comment évolue le nombre de photons dans le milieu. Cet atome, il peut être absorbé, donc ça va diminuer de 1 le nombre de photons. Il peut aussi subir une émission stimulée, déclencher une émission stimulée, donc ça va augmenter au contraire de 1 le nombre de photons dans le milieu. Et puis il peut y avoir des émissions spontanées qui aussi créent des photons là-dedans et augmentent le nombre. Le bilan qu'on peut faire sur le nombre de photons, je vais noter ça comme ça. B de n gamma sur dt. Gamma ici c'est pour photons, on note vraiment très couramment les photons de cette manière-là. Et ça c'est le nombre de photons par unité de volume dans le milieu. Ça, l'évolution de ce nombre-là, elle est due aux 3 processus qui sont là. Et du fait de l'absorption, vous allez avoir le nombre de photons qui va diminuer. Et ça c'est simplement donné par moins P, la probabilité d'absorption, fois n gamma. Il y aura d'autres termes, mais juste si on se concentre pour l'instant sur l'absorption. La probabilité qu'un photon soit absorbé multiplié par nombre de photons, ça donne le nombre de photons qui sont absorbés par unité de temps. Donc plus précisément le P qui est ici, je l'ai écrit par unité de temps, donc c'est un dP sur dt. Donc le nombre de photons qui disparaissent par unité de temps, c'est égal à la probabilité que ça disparaisse par unité de temps fois le nombre qui sont présents. Ça c'est juste l'absorption.
Vous avez deux termes similaires. Vous avez un terme ici qui ajoute des photons, c'est le deuxième, l'émission induite. Cette fois-ci, ça c'est donné par dp, que je vais noter induit sur dt fois n gamma. Et le terme d'émission spontanée, dp spontané sur dt, et qui lui n'a pas de coefficient multiplicateur par n gamma, puisque ça ne dépend pas ici du nombre de photons qu'il y a dans le milieu. Qu'un atome se désexcite ou pas ne dépend pas de son environnement en termes de photons. Donc je remplace maintenant dans les probabilités ici les expressions qui sont là-bas. On arrive à une équation qui a une tête assez simple. Moins BJ NI N gamma plus BJI N J N gamma plus grand AIJ NJ. Ça, c'est le nombre l'évolution du nombre de photons en fonction du temps dans le milieu. Ça, c'est une équation qui est pas très qui a une tête qui s'écrit assez simplement, on va dire, mais à résoudre, c'est une autre paire de manches. Si on veut connaître l'évolution du nombre de photons dans le milieu en fonction du temps, donc c'est ça la quantité qu'on cherche, on se retrouve avec déjà des grandeurs qui sont des coefficients, bon, eux qui peuvent être connus, je vais en dire deux mots juste après. Les B ici, ce sont des grandeurs qui sont liées vraiment aux atomes eux-mêmes, la façon dont les atomes interagissent avec la lumière. Et ça, c'est la mécanique quantique qui nous dit combien ça vaut. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de comment on calcule ça. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Mais ce n'est pas l'objet ici de ce que je vais vous dire. Et surtout, il faut connaître, eux là, le nombre de photons, le nombre d'atomes dans l'état fondamental et dans l'état excité. Or, eux, ils varient aussi au cours du temps, lorsque les photons se propagent. Puisque si les photons désexcitent des atomes, ben, NJ va diminuer et NI va augmenter. Donc il faudrait aussi écrire une équation d'évolution pour NI, qui va faire intervenir NI, NJ et N gamma, et une équation d'évolution sur NJ. On aurait un ensemble de trois équations couplées qu'il faudrait résoudre. La difficulté énorme avec ce type d'équations, c'est qu'elles ne sont pas linéaires, contrairement à d'autres équations que vous avez vues, c'est-à-dire que ça fait intervenir des produits des variables ici. Là, vous avez un produit de ces deux variables, là aussi. Et quand on essaie de résoudre, comme ça, de trouver la solution générale de cet ensemble d'équations, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations qui peuvent arriver. Vous avez des situations dans lesquelles tout est constant, donc ça c'est l'origine stationnaire, ça c'est assez facile à trouver par le calcul. Vous avez aussi des oscillations qui peuvent apparaître. NI devient plus important, du coup N gamma aussi, puis NJ prend le dessus. Vous avez des situations chaotiques, vraiment des trucs qui sont imprédictibles. Il y a des gens qui étudient ça, qui essaient de caractériser le chaos qui apparaît dans ce type de système. Et ça, c'est vraiment l'objet de tout un champ de recherche. Si vous voulez vous amuser avec ça, ça peut être codé assez facilement ça, sur un ordinateur. Donc on peut trouver des caractéristiques amusantes, notamment le caractère chaotique, avec juste des petites simulations sur un ordi, ça se fait bien. Si vous voulez faire une expérience en live, vous pouvez aussi prendre des renards et des lapins, parce que ça c'est vraiment une équation d'évolution de renards et de lapins. En gros, les gammas ça va être des lapins, et les NJ ça va être des renards. Les NJ ils sont repus, et les NI ils sont affamés. Vous avez ici la population de lapins qui dépend de la population de renards affamés et de la population de renards repus. Si vous avez beaucoup de renards repus, les lapins vont moins se faire manger, donc il va y en avoir de plus en plus. Voilà. La population de renards, elle aussi, dépend de la population de lapins. Donc si vous écrivez les équations qui régissent, avec des hypothèses simples, si vous écrivez les équations qui régissent les populations de renards et de lapins, vous arrivez vraiment à ce type de truc aussi. Donc vous pouvez le faire chez vous si vous avez assez de renards et de lapins. Quand on essaye en particulier de trouver une réponse, donc une solution simple à ça, par exemple le régime stationnaire, ça c'est plus simple. On essaie de voir dans quelles conditions est-ce que les trois peuvent s'équilibrer, dans lesquelles on peut avoir ça égale à 0, et puis dans les deux équations qu'on écrirait sur NI et sur NJ, trouver aussi 0 sur les termes qui dépendent du temps. On obtient dans ce cas des expressions, ça prendrait 10 minutes, je ne veux pas le faire, et ça c'est dans les notes, mais ça vous donnerait ça, une relation entre NI, NJ et N gamma, et c'est ça qu'a fait Einstein en fait au début du XXe siècle. Il a résolu ces équations dans le cas stationnaire, et il s'est aperçu que le nombre de photons était relié au nombre d'atomes dans l'état I et dans l'état J. Et en faisant une hypothèse simple
sur NI et sur NJ, en particulier en supposant que NI était proportionnel à exponentielle de moins EI sur KT et que NJ était aussi proportionnel à exponentielle de moins EJ sur KT. Ça vous dit quelque chose, cette hypothèse là? Ça, c'est le facteur de Boltzmann. Hein. À l'équilibre, vous avez les populations qui se répartissent suivant leur énergie de cette manière-là. Donc, en supposant ça et ça, Einstein a pu trouver n gamma. Et il a trouvé quelque chose qui était proportionnel à 1 sur 1 plus exponentielle, moins exponentielle de h nu sur kt. Ce qui est là, ça, avec un moins, non, avec un plus. Ça, c'est la distribution de Bose-Einstein. C'est la distribution, effectivement, que suit le corps noir. Plus précisément, en fait, Einstein, ce qu'il a fait au début, c'est qu'il n'avait pas mis le terme d'émission induite. Il n'avait pas mis ce terme-là, et il essayait de retrouver les propriétés du corps noir. Et il s'est aperçu que sans ce terme-là, c'était absolument impossible de trouver ça. Il trouvait pour n gamma quelque chose de complètement différent. Et donc il disait, voilà, on ne comprend pas comment est-ce qu'un corps noir se forme par interaction de la lumière avec des atomes. Et il a été obligé d'introduire ce terme-là. Il s'est aperçu qu'en introduisant un terme de ce type-là, on arrivait effectivement à ça. Donc c'était une prédiction théorique. Hein. C'était il faut que ce terme soit là pour qu'on comprenne le spectre du corps noir. Et ce faisant, au cours de cette démonstration, il a aussi montré qu'il devait y avoir deux relations qui devaient être vérifiées. Je les écris ici. On doit avoir d'une part que BIJ est égal à BJI. Donc les deux coefficients qui sont ici doivent avoir la même valeur numérique, les mêmes expressions. Et on doit avoir une relation entre BIJ et AIJ, mais celle-là je ne la connais pas par cœur. Je vais le noter quand même. Yes. AIJ est égal à 8πh nu cube sur C3 B I J. Alors, ça vous dit rien probablement, et c'est pas grave. Enfin, voilà, on peut montrer qu'on doit avoir cette relation-là. Le truc important, c'est que d'une part, on doit avoir une relation entre AIJ et BIJ, et d'autre part, qu'elle fait intervenir la fréquence. Ça interviendra tout à l'heure quand on discutera de l'importance relative de l'émission spontanée et de l'émission. Non, allez, je peux même vous en parler tout de suite, comme ça sera fait. Ce qu'on voit dans la relation qui est ici, là, vous voyez que si on essaye de savoir parmi les trois processus qui sont là, lesquels dominent par rapport aux autres. S'il n'y en a pas un qui domine. En particulier, on a deux processus qui sont responsables de l'émission de lumière. Vous avez l'émission induite ici et l'émission spontanée. Lequel domine dans les sources ordinaires? Pour ça, il suffit de regarder quel est, parmi ces deux termes-là, celui-là ou celui-là, lequel est le plus important. Donc faire le rapport des deux. Ça se passe assez bien quand on veut faire cette comparaison, parce que le rapport de ces deux quantités fait disparaître NJ, et en fait donc l'importance relative de l'émission spontanée sur l'émission induite, c'est juste donné par le rapport des coefficients. Et le rapport des coefficients, vous voyez qu'ici, il est finalement donné par ça. Ça là, c'est finalement AIJ sur BIJ. Et donc ça vous dit que l'émission spontanée est d'autant plus importante que la fréquence ici est élevée, que nu est grand. On peut calculer ça, ce terme-là, pour les sources classiques qui émettent dans le domaine de la lumière, et on trouve que pour les sources classiques, ce terme-là, en fait, il est très grand devant. Donc ça veut dire que dans les sources lumineuses, si on ne fait rien, dans les sources lumineuses normales, on va se retrouver avec une émission spontanée qui est importante. Ça va être embêtant ça, si on veut construire des lasers, puisque les lasers, on va le voir, sont justement basés sur le fait qu'on peut avoir une émission induite qui est importante. Bon. Tant que j'en suis là aussi, vous voyez l'importance de la fréquence ici, ça vous dit qu'à basse fréquence, plus on va à basse fréquence, plus ça va être facile de faire dominer le terme BIJ par rapport à AIJ. C'est-à-dire qu'à basse fréquence, le terme d'émission induite va être de plus en plus important et va pouvoir éventuellement dominer. Ça vous explique quelque chose, c'est que l'effet qu'on appelle aujourd'hui l'effet laser, il est extrêmement plus facile à mettre en œuvre aux basses fréquences qu'aux hautes fréquences. Je répète, aux basses fréquences, l'émission induite domine, donc c'est plus facile de faire des lasers avec. Et en fait, l'effet laser, au début, il ne s'appelait pas laser, il s'appelait maser.
parce que c'était fait avec des micro-ondes, donc c'était vraiment à très basse fréquence. Aujourd'hui, on arrive à le faire avec de la lumière. Depuis une décennie, on arrive à le faire aussi avec des rayons X et des rayons gamma. Mais c'est vraiment de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on va haut dans le spectre des ondes électromagnétiques. Voilà, je ferme cette parenthèse-là. Je reviens sur l'équation d'évolution que j'ai écrite tout à l'heure du nombre de photons, dn sur dt. Je vais l'écrire sous cette formule-là, puisque BIJ égale BJI, je peux mettre dans l'expression tout à l'heure, faire le remplacement et mettre BJI en facteur, et on se retrouve ici avec quelque chose qui a la forme n gamma, nj moins ni, plus 1ij, nj. Et, dernière précision, avant d'arriver au résultat qui m'intéresse, la situation expérimentale qu'on va considérer, c'est vraiment la suivante. On a, je dessine au milieu tout à l'heure, avec certains atomes excités et d'autres dans l'état fondamental. Et on va s'intéresser à la lumière qui se dirige dans une direction donnée, c'est-à-dire qui va dans cette direction-là, le long du tube. On ne va pas s'intéresser à la lumière qui va aller par là-bas ou par là-bas. On va vouloir s'intéresser à la lumière vraiment qui reste dans l'axe du tube. Je vous dis tout de suite pourquoi. C'est parce que dans les lasers, on a besoin, pour augmenter l'efficacité, de mettre des miroirs ici. Ça, j'y reviendrai longuement. Mais donc, toute la lumière qui s'échappe et qui ne va pas taper dans les miroirs, elle va être perdue de toute façon. D'accord ? Donc, on s'intéresse à la lumière qui va dans une direction donnée. Du coup, le terme qui est ici, là, dans la plupart des situations, il est complètement négligeable parce que l'émission, ça c'est le terme d'émission spontanée, et elle se fait dans n'importe quelle direction. C'est vraiment complètement aléatoire. Donc si on regarde la contribution de ce terme-là au faisceau de photons qui se dirige exactement le long de l'axe, ben en fait c'est quelque chose qui est vraiment minuscule. Dit de manière un petit peu plus quantitative. Si ici j'ai un atome qui émet de la lumière, il émet dans un cône ici d'ouverture angulaire d'angle solide dω. La contribution de ce processus-là au faisceau qui va dans cette direction-là, elle va être donnée par dω sur 4pi. dω c'est l'angle solide qui est ici, 4pi c'est l'angle solide total, dω sur 4pi c'est la fraction d'espace d'angle solide qui est contenue là-dedans. Et si je m'intéresse à de la lumière qui est mise dans un angle solide très petit, donc dans une direction très très bien déterminée, ça va être minuscule, et il va falloir pondérer ce terme-là par ce terme-là. Et donc comme celui-là est très petit, ben ça va devenir complètement négligeable. Donc comme on s'intéresse à la lumière qui va dans une direction donnée, ce terme-là qui est isotrope, en fait, en pratique, il est assez négligeable. Je dis assez, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement le prendre en compte dans les calculs qui suivent, mais je ne veux pas faire cette complication-là. Ça ne change absolument rien qualitativement à tous les résultats qu'on va obtenir ici. Donc quand on envoie un photon dans un milieu, l'équation d'évolution, elle est en bonne approximation donnée par ça, si on s'intéresse encore une fois au photon qui se dirige le long de l'axe. Bon, ben ça, vous savez résoudre. Plus précisément, si on est dans une situation dans laquelle ce terme-là est constant, la différence entre le nombre d'atomes excités et le nombre dans l'état fondamental, si ça c'est une constante, c'est une hypothèse bizarre, hein, puisque je vous ai dit que tout à l'heure, quand on envoie des photons, ça va faire varier justement la proportion entre état excité et état fondamental. Alors, de fait, dans les lasers que vous utilisez, on s'arrange pour que ça soit constant, c'est-à-dire que vous avez une source électrique qui est là en permanence pour remplir les niveaux excités au fur et à mesure qu'ils se désexcitent. Vous avez les photons qui arrivent là-dedans, qui font des émissions induites, donc ça diminue NJ, mais aussitôt, vous avez l'alimentation électrique du laser qui remet NJ à son état initial, et donc ça, finalement, ça finit par être constant, et ça aussi. Donc ça, c'est une hypothèse qui, finalement, est assez réaliste. Donc si on considère que ça, c'est constant aussi, bah, vous avez ici une équation qui est vraiment simple sur gamma. Vous avez dn gamma sur n gamma qui est égal à une constante fois dt. Ça s'intègre ça avec un log. Log de n gamma est égal à une constante fois le temps. Donc ça veut dire que n gamma, c'est proportionnel à exponentielle de bij facteur de nj moins ni. Quelle est la tête? Ah pardon, fois le temps. Quelle est la tête de cette fonction quand t augmente?
Bah, dessinez-le sur votre feuille. Vas-y. Vous allez avoir poser une question. Je peux répéter la question. Est-ce que tu peux, sur ta feuille, dessiner cette fonction du temps? Ça dépend de tes. Ah. Oui. Oui, je le peux. Fais-le. Allez, exponentielle. Ça augmente, hein? Forcément, ça augmente forcément. Oui, donc effectivement, ici, il faut se poser une question. Quel est le signe de ça? Alors, effectivement, à température ordinaire, enfin, quand on a un corps à l'équilibre thermique, on a vu tout à l'heure que le NJ était proportionnel à l'exponentielle de moins EJ sur KT. Ça, c'était proportionnel à l'exponentielle de moins EI sur KT. Donc, les niveaux les plus énergétiques sont les moins peuplés. Donc ça, c'est plus petit que ça, donc ce truc-là est négatif. Donc tout ça, c'est une exponentielle décroissante. Ça vous dit donc ça que le nombre de photons dans le milieu décroît. Le milieu, ça s'appelle l'absorption. Le faisceau diminue d'intensité quand on l'envoie dans un milieu. Quand le milieu est à l'équilibre thermodynamique. Maintenant, c'est là tout l'intérêt en fait des lasers, c'est qu'on peut s'arranger pour mettre des systèmes, des gaz hors de l'équilibre thermodynamique et s'arranger pour qu'on ait plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental. Si on arrive à faire ça, si on arrive à faire en sorte que NJ soit plus grand que NI, le terme qui est ici devient positif et donc on a une exponentielle croissante et dans ce cas, le nombre de photons augmente. Et il augmente vite dans le milieu. C'est vraiment une croissance exponentielle. Donc si on arrive à faire en sorte que ça, là, c'est positif, ça porte un nom, ça, cette situation. Vous savez comment ça s'appelle? C'est une inversion de population. Inversion parce que c'est le contraire du cas thermodynamique habituel. Quand on a ça, du coup, n gamma de t augmente. Il augmente vite, exponentiellement. Alors, là, c'est juste une formule telle que c'est là, mais ce que je suis en train de vous dire ici, ça se comprend vraiment très bien si on fait un petit schéma. Si NJ est plus grand que NI, c'est-à-dire si la plupart des atomes sont dans l'état excité, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que si un photon est envoyé là-dedans, il a beaucoup plus de chances de taper sur un atome excité, donc de donner l'arrivée ici, donc lui se désexcite, ça donne 2 photons. Ces 2 photons, il y en a un qui arrive là, le deuxième qui arrive là-haut, là, ces deux-là, celui-là en donne 2, celui de haut en donne 2 aussi. Et vous avez comme ça un doublement à chaque fois, et assez rapidement, vous pouvez avoir un nombre de photons qui est vraiment très important. Ça, c'est vraiment le principe de ce qu'on appelle des amplificateurs optiques, et c'est sur ça qu'est basé le laser. Le point important, c'est d'une part que le nombre de photons augmente, mais qu'en plus, ces photons sont tous identiques les uns aux autres. Vous vous rappelez que le processus qui est à l'œuvre ici, le BIJ désigne ici l'émission induite, et ce processus duplique les photons à l'identique. Donc là-dedans, les 4 photons qui sont là sont identiques les uns aux autres. Ce qui n'est pas le cas dans une source lumineuse ordinaire. Quand vous avez 4 atomes dans une source à incandescence ou dans un néon, 4 atomes qui se désexcitent pour donner de la lumière, ces photons ne sont pas identiques. Ils peuvent éventuellement aller par hasard dans la même direction, mais ils n'auront pas la même phase entre eux, par exemple. Eux, là, si. Ils ont tout pareil. Donc voilà, ça c'est le principe de l'amplification optique. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au laser, mais presque. Donc, ce qu'il faut pour réaliser ça, pour obtenir ça, c'est réaliser une inversion de population, s'arranger pour qu'il y ait plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental. Pour laisser ce point-là derrière nous une fois pour toutes, on va discuter 2 minutes de comment est-ce qu'on obtient cette inversion de population. Est-ce que vous avez une idée comment on peut faire? Donc, je vous donne un gaz, tout le matos que vous voulez.
comment est-ce que vous faites pour mettre beaucoup d'atomes dans l'état excité? Alors il y a une solution évidente, mais qui ne va pas marcher, mais je voudrais quand même l'entendre si vous l'avez. J'ai pas compris, je n'ai pas entendu en fait. Ouais, alors on va peupler les états d'énergie, mais tu vas pas lui dire au gaz, peuple-toi les niveaux d'énergie. Alors si on chauffe, alors d'accord, c'est une bonne remarque. Si on chauffe, ça veut dire qu'on reste à l'état d'équilibre thermodynamique, mais avec une température plus élevée. Tout ce que ça va faire, c'est augmenter dans l'exponentielle de moins E sur kT, ça va augmenter T. Donc on s'aperçoit que ça va effectivement rapprocher les peuplements des niveaux N, I, NJ, mais ça ne va jamais faire que le niveau plus énergétique est plus peuplé que l'autre. Hein, à l'état d'équilibre thermique, on ne peut pas faire cette inversion de population. Donc non chauffé, ça ne marche pas. Une méthode qui semble assez naturelle, ça serait d'envoyer de la lumière, justement. On a vu que la lumière des photons, ça faisait des transitions entre les niveaux d'énergie. Donc ce qu'on pourrait imaginer, je vais tracer ici un diagramme où il y a l'énergie en ordonnée, et puis ici le nombre d'atomes qui ont l'énergie donnée, cette énergie, et ça va ressembler à ça. Ça c'est une barre dont la longueur donne le peuplement du niveau NI par exemple, et puis ça, une barre dont la longueur donne le niveau NJ. Augmenter la température, ça va diminuer la différence entre les deux, mais ça ne va jamais faire que lui dépasse lui. Donc, une chose à laquelle on pourrait penser, c'est d'exciter ici avec de la lumière. Je vais mettre gamma comme ça. Donc, envoyer une onde qui a juste la bonne fréquence pour faire la transition de là à là. Ça ne marche pas. Vas-y. On excite pour atteindre un niveau encore supérieur à NJ. Ouais. Après, des excitants, ça atteint le niveau NJ. D'accord, donc c'est effectivement ce qui va se passer. Alors je termine juste ce que je disais avant pour voir pourquoi on doit en arriver là. La raison pour laquelle cette étape directe de remplir le niveau NJ par des photons qui ont juste la bonne énergie, ça ne marche pas parce que plus NJ est peuplé, plus les désexcitations induites ici deviennent importantes aussi. Et en fait, la situation qui est à l'évolution du nombre des populations là-dedans et du nombre de photons, elle est donnée exactement par l'équation que j'ai écrite tout à l'heure. Et on a vu tout à l'heure, si on partait de NJ plus petit que NI, on n'allait pas arriver à une amplification de la lumière. Donc ça ne va pas marcher. Autrement dit, plus on éclaire, donc plus on essaye d'augmenter NJ, plus l'émission stimulée devient importante et plus ça se désexcite aussi dans l'autre sens. Donc vous pouvez essayer de le remplir autant que vous voulez, ça va se désemplir d'autant plus vite. Donc ça marche pas. La solution, elle passe effectivement par un troisième niveau. Alors si on fait juste un troisième niveau bêtement, c'est-à-dire qu'on a 3 niveaux d'énergie dans l'atome et qu'on envoie de la lumière, qui permet de faire passer du niveau NI au niveau NK par exemple. Ça ne va pas marcher tout à fait non plus parce qu'on se rend compte, alors là ça demande un peu plus de calcul avec 3 niveaux, mais on se rend compte que par cascade, lui va se désexciter en lui va se désexciter en lui, et en gros vous allez essayer de remplir ça, et ça va se désemplir là. C'est vraiment comme des vases communicants avec de l'eau. Hein. Vous essayez de remplir un truc troué en haut, vous pouvez le remplir aussi vite que vous voulez, plus vous allez mettre de l'eau vite, plus ça va couler vite, et plus à la fin vous n'arriverez pas à remplir votre passoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre une passoire avec moins de trous. On peut boucher les trous de la passoire, faire un processus qui se désexcite moins vite. Il existe des niveaux qu'on appelle métastables, qui ont des temps de vie importants. Si le niveau qui est ici est métastable, donc ça veut dire qu'il est capable de résister longtemps à la désexcitation, ça veut dire que ce qui va se passer, vous allez avoir effectivement une excitation ici du niveau NK par les photons que vous allez envoyer. C'est pas trop élevé, pas trop élevé. Donc ces photons-là se retrouvent là-haut. Le niveau NK ici, assez rapidement, va se désintégrer pour donner des niveaux fondamentaux et des niveaux NJ. Mais comme le niveau NJ est métastable depuis longtemps, il va mettre du temps ici à se désexciter. On peut arriver à une situation où lui, finalement, devient plus peuplé que lui. Et ça, c'est vraiment dû au fait qu'il dure longtemps, lui. Donc il reçoit rapidement des photons, il est rapidement peuplé grâce à la désexcitation du niveau supérieur, mais il se dépeuple lentement, donc ça fait que sa population d'équilibre est importante. Et cette situation-là, où on a une excitation d'un niveau supérieur qui se désexcite dans un état métastable, ça s'appelle le pompage optique.
après, vous avez des versions plus ou moins complexes de ça. Vous avez des versions à 4 niveaux. Bon, je ne vais pas non plus rentrer dans ce détail-là. Juste vous dire pourquoi, pas aussi. Pourquoi est-ce qu'un 4e niveau, ça peut être intéressant? Là, dans la situation que j'avais dessinée, NI, c'était l'état fondamental. Donc lui, il est toujours assez peuplé de toute façon, puisque toutes les désintégrations qui sont dessus vont finir dans cet état-là. Donc lui, sa population va être importante. On peut être encore plus malin que ça et utiliser des atomes un peu différemment. Ici, et prendre NI comme un niveau intermédiaire, lui aussi. Et le niveau ici, je vais l'appeler N0, du coup, le niveau fondamental serait encore plus bas. Ce qui veut dire que cet état-là, lui, il peut se désintégrer assez rapidement dans celui-ci. Donc la population de NI ici, elle sera vraiment très faible si cet état-là a une courte durée de vie. L'état supérieur est métastable, il y a une longue durée de vie, donc sa population est importante. Donc lui sera plus petit, lui sera plus grand, la différence entre NJ et NI sera importante, et donc on aura une inversion de population qui va être très facilement réalisable. Donc ça sera un pompage optique à 4 niveaux, et l'essentiel des lasers que vous trouvez sont faits avec ça. Fin de la parenthèse sur le pompage optique. Voilà, on a des moyens de remplir, de faire cette inversion de population, de remplir les niveaux excités de manière plus importante que le niveau d'en dessous. Du coup, on a le moyen de faire l'amplification optique qui est ici. À la limite, quand vous avez compris ça, si vous arrivez à faire un milieu dans lequel vous avez un milieu qui est assez long et dans lequel vous avez beaucoup d'atomes dans l'état excité, vous avez un amplificateur optique, vous envoyez un photon ici, et vous allez en récupérer des milliards au bout, là. À la limite, vous n'avez même pas besoin d'envoyer un photon, puisque, à cause des excitations spontanées, il y en a toujours de toute façon qui vont apparaître de temps en temps. Vous avez un atome dans un état excité ici, bah vous attendez un peu, paf, il se désexcite dans une direction aléatoire, s'il part par là-bas, bah tant pis, on attend, il part par là-bas, on attend, hop, là il part dans la bonne direction, et lui il va déclencher une cascade, et il va pouvoir se propager, et à la sortie ici, vous en aurez plus. Ça, cette version-là, sans miroir, pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de miroir, ça c'est quelque chose qui existe, il y a des lasers qui fonctionnent comme ça. Il faut avoir une longueur importante ici pour qu'effectivement l'amplification soit importante. Et il faut une différence importante entre NJ et NI pour que l'amplification soit importante aussi. Et ça, on en trouve à l'état naturel, notamment en astrophysique. Vous avez des lasers à l'état naturel, vous avez des gaz autour de nébuleuses planétaires, notamment. Vous avez du gaz qui est éclairé par une étoile qui est proche. Souvent, c'est des étoiles qui crachent pas mal et qui envoient dans l'ultraviolet. Ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'atomes dans l'état excité. Si dans ces atomes, vous avez un état métastable comme ça, bah vous avez exactement cette situation qui se produit. Vous avez une inversion de population qui se produit dans le milieu. Et il suffit qu'un photon vienne d'ailleurs avec la bonne énergie, déclenche une cascade. Le photon traverse votre nuage et repart après amplifié à des facteurs énormes. Et vous voyez arriver vers vous de la lumière laser qui vient d'essence. Donc ça, c'est des choses qui ont été effectivement détectées à peu près dans tous les domaines d'ailleurs du spectre. Dans l'infrarouge, dans le visible, même dans le gamma et dans les rayons X. Alors, étape numéro 2 maintenant. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est comment est-ce qu'on peut amplifier une onde, ou même avoir une onde d'amplitude importante, simplement en attendant qu'une désintégration se fasse dans un milieu dans lequel on peut avoir amplification optique. Maintenant, on peut être plus malin que ça, et on peut avoir envie de vraiment gagner du point de vue de l'amplification, que l'onde soit amplifiée un grand nombre de fois, et pour ça, c'est vraiment simple, on va faire des allers-retours à l'onde. Vous avez ici une onde qui est émise par là-bas, vous allez mettre ici un miroir. Pop, la lumière repart par là-bas, donc les 4 qui sont ici repartent 4. Ils vont ensuite de nouveau rencontrer des atomes dans l'état excité. Entre-temps, les atomes qui se sont désexcités vont avoir été réexcités par l'alimentation extérieure. Hein. Donc là-dedans, vous avez toujours une grande quantité d'atomes dans l'état excité. Donc les photons vont refaire l'aller-retour, vont se réfléchir sur le miroir, retraverser un coup. Vous mettez un autre miroir là. Très bien, ça va traverser, ça ne va pas arrêter de traverser, ça va augmenter. Bon, alors pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt parce que vous n'avez rien qui sort. Ça, pour l'instant, c'est juste, vous avez capturé de la lumière et vous avez un moyen de faire que vous avez une grande concentration de lumière là-dedans. Ce qu'on fait pour avoir un laser, c'est que vous en avez un qui est partiellement réfléchissant. Et quand je dis partiellement, en fait, il a un coefficient de réflexion qui est quand même élevé. Le coefficient de réflexion d'énergie qui est plus grand que 99%. Donc on récupère juste une petite partie
1% de la lumière qui arrive dessus, on la laisse sortir, mais si l'amplification à l'intérieur est vraiment importante, vous avez ici énormément de lumière, donc vous en avez aussi beaucoup qui sortent. Et pourquoi genre sous-dessus et dessous, on met pas des miroirs aussi? Parce que ça sert à rien. Alors, si on mettait des miroirs au-dessus, en dessous, d'accord, on pourrait avoir des photons qui passent par ici, puis qui font plein d'allers-retours comme ça. Tout à fait. Alors, il se trouve que ça, c'est parce que c'est lié à ce qu'on veut obtenir avec un laser. En général, on veut en sortie un faisceau qui est directionnel, c'est-à-dire où tous les photons ont effectivement la même direction. Si on laisse des photons qui ont une direction non axiale se propager, vous allez avoir une cascade de temps en temps qui va être dans ce sens-là, donc vous allez avoir des photons qui vont sortir là, de temps en temps des photons qui vont là-bas et qui vont sortir là-bas, et vous aurez ça, ici vous aurez toutes les directions possibles, et c'est pas ça qu'on veut. Grâce, en mettant deux miroirs plans ici, ou des fois des miroirs sphériques, on ne peut pas rentrer dans ce détail-là, en mettant des miroirs qui vraiment ne sélectionnent qu'une direction donnée, on est sûr d'avoir ici quelque chose de très directionnel. Mais au bout d'un temps très long, il faut pas se retrouver. Si, alors effectivement, c'est ça qui est bien, c'est que s'il y en a un qui est légèrement sur le côté, comme ça, c'est ça que tu veux dire, effectivement, je vais faire descendre ici. S'il y en a un qui part légèrement sur le côté, il va faire ça, il va finir par sortir, donc lui, il est perdu. Ça veut dire que le dispositif qui est ici, il est extrêmement sensible, il va vraiment laisser passer que les photons qui vont dans la bonne direction. Donc plus ce phénomène-là se produit, plus on a en sortie un faisceau qui a une direction pure. D'accord ? La moindre déviation au départ, ça conduit à quelque chose qui ne participe plus à la lumière émergente du dispositif. Alors ça, c'est la raison, disons, on va dire naïve, pour laquelle on met des miroirs. C'est pas la seule. Les miroirs, en fait, ils ont un rôle vraiment beaucoup plus important que ça. Et c'est la section 2, rôle des miroirs. D'abord, je vais quand même un peu vous dire deux mots un peu plus quantitatif sur le rôle d'amplification. Je vais noter G0, le gain du milieu. Ce que je vais appeler le gain, c'est le nombre par lequel est multiplié le nombre de photons quand un photon traverse le dispositif. C'est-à-dire c'est facteur. Je vais l'appeler facteur multiplicatif du nombre de photons à la traversée du milieu. Le photon peut être énorme. De l'ordre de 10 puissance 9, 10 puissance 12, ça dépend de la longueur, ça dépend de la quantité de front qu'il y a là-dedans, mais typiquement ça va être quelque chose qui est vraiment important. Donc ça, je redis un coup ce qu'est ce facteur, c'est-à-dire si vous avez un photon qui arrive ici, vous en aurez G0 à la sortie ici du milieu. On va calculer le nombre de photons qui se retrouvent dans la cavité une fois que le régime stationnaire a été atteint, on va dire. Donc on va considérer, la situation qu'on considère ici, c'est on a un photon qu'on envoie dans le milieu, et on le laisse traverser le milieu autant de fois qu'il veut, il y a une certaine probabilité d'être réfléchi ici et d'être transmise. La question qu'on se pose, c'est, au bout d'un certain nombre de traversées du milieu, combien est-ce qu'il y a de photons dans le milieu. Donc au départ, on a un photon. Après, un aller-retour dans la cavité. On a combien de photons? Alors d'abord, après un aller simple dans la cavité, on a combien de photons? Vous avez le droit d'utiliser la grandeur qui est ici. C'est G0. Hein. G0, c'est le nombre par lequel on multiplie le nombre de photons. Si au départ on en a un, après une traversée du milieu, on en a G0. C'est ça la définition de G0. Donc après un aller-retour, 2 G0 G0 carré. Okay.
Donc, on a envoyé un photon ici, on se récupère ici G0 carré. Ces photons arrivent sur le miroir, on en a une partie qui est transmise. La partie transmise ici, ça va être T fois G0, où le T qui est ici, c'est 1 moins R, donc c'est le coefficient de transmission. Et on en a R G0 carré de réfléchi. Ça, c'est après un aller-retour. Après 2 allers-retours, on en a, ces rayons réfléchis ici, on en avait RG0 carré, et ils ont fait de nouveau un aller-retour dans la cavité, donc on se retrouve ici avec ça fois G0 carré. Et parmi ceux-là, il y en a une certaine partie qui est transmise à l'extérieur, c'est-à-dire c'est T fois ça. Et on en a R carré G0 puissance 4 de réfléchi. Etc. Etc. C'est-à-dire que ça c'est après 2 allers-retours. Après 3 allers-retours, les mêmes grandeurs ici transmises avec T carré fois R G0 carré G0 puissance, pardon. Si c'était un 4, là c'est un 6. Et de transmis, on aura R puissance 3, G0 à la puissance 6. On réfléchit, etc. Et donc le nombre total de photons qui vont être transmis, non, je vais plutôt m'intéresser, j'ai dit, à ceux qui étaient dans le milieu. Donc je vais compter maintenant les photons qui restent effectivement dans le milieu. Vous avez ceux qui ont été transmis, qui ont été réfléchis une fois, ceux qui ont été réfléchis 2 fois, ceux qui ont été réfléchis 3 fois, et on peut faire du coup la somme de ce terme-là, ce terme-là et ce terme-là. Pour le nombre de photons qui ont été transmis, c'est-à-dire ceux qui sortent effectivement du dispositif, il faut sommer celui-là, celui-là et celui-là. Je vais plutôt calculer ça en fait. Je vais calculer vraiment le nombre de photons qui sortent du laser, parce que c'est ça qui nous intéresse. Un laser, c'est censé fournir de la lumière, donc je vais compter les photons qui sortent. On en a T G0 carré plus T R G0 puissance 4 plus T R G0 puissance 6, etc. En fait, ça c'est une somme. C'est une somme des termes de suite géométrique. Juste. C'est un R carré ici. Merci, je suis allé vite et vous n'avez pas repris. Je suis allé très vite. Donc le nombre transmis qui est ici, c'est la fraction T de ce qui avait été réfléchi au-dessus là. Donc là, c'était effectivement il y a un carré ici. Donc on le retrouve ici. Et ça, du coup, c'est un R G0 à la carré à la puissance n. Et c'est de n égale 1 à l'infini. Cette somme-là, ça vous savez ce que ça vaut. Somme des sommes de termes d'une série géométrique. Ça fait 1 moins RG0 carré à la puissance n. Enfin, je ne la connais pas par cœur. Allez, vous savez, vous, on a un calcul rapide. Alors, x fois s, c'est égal, ça fait 1 plus x plus etc. Ça, c'est i plus x2 plus etc. Donc, si je fais la différence des deux, s facteur de 1 moins x, c'est égal à 1. Ah non, il n'y a pas, pardon, si c'est de n égale 1, il n'y a pas le 1 ici. C'est pour ça que ça commence à x2. Donc ici, il reste x. Ça, moins ça fait s facteur de 1 moins x. Et ça, c'est donné par x. Voilà. Donc s, c'est x sur 1 moins x. C'est ça que tu disais, Théo ? Donc ça, c'était r g0 carré sur 1 moins r g0 carré.
Donc ça, c'est le nombre de photons qui sortent du laser. Et là, vous devez hurler normalement. Alors, cette fois-ci, pas parce que je me suis trompé, mais parce qu'il y a un truc qui est bizarre dans cette expression. Non, ça vous va tout le temps? En fait, dans la plupart du temps, la plupart des cas, le calcul que je viens de faire n'est pas correct. C'est-à-dire que pour ça soit correct, pour que ça ait un sens, il faut que la quantité x ici soit que 1. C'est un rayon de convergence, les séries. Si le terme ici est trop grand, les carrés sont de plus en plus grands et la somme elle-même, elle n'a pas de sens. Donc ça ne marche que si le terme qui est ici est plus petit que 1. C'est-à-dire si ça c'est plus petit que 1. Donc si effectivement le terme qui est ici est plus petit que 1 et si la série converge, ben, ça vous donne ici le nombre de photons qui est ici et ça vous donne un nombre. Mais c'est l'autre cas qui nous intéresse. Le cas où justement, d'une réflexion, enfin d'un aller-retour à l'autre, le nombre de photons qui sort a été augmenté du fait de l'amplification dans le milieu. Ça correspond là-dedans au cas où x est plus grand que 1, c'est-à-dire que ça correspond au cas où ça, la quantité qui est ici, là, elle est plus grande que 1. Quand cette quantité est plus grande que 1, le calcul qu'on vient de faire ici diverge en fait, nous dit que la quantité de photons qui sortent du milieu est infinie. Si R G0 carré est supérieur à 1, ça part en sucette. Le calcul diverge. Et le nombre de photons émergents tend vers l'infini. Alors évidemment, en pratique, ça ne va jamais arriver. Ça ne tend pas vers l'infini. Il va y avoir des facteurs qui limitent l'augmentation du nombre de photons. Là, j'ai supposé qu'il y avait un facteur d'amplification G0 qui est fixe, c'est-à-dire que vous envoyez un certain nombre de photons, ça fait un aller-retour, c'est multiplié par G0. Ça, ce n'est pas le cas. Si vous envoyez plus de photons que ce qu'il n'y a d'atomes excités dans le milieu, il va pas, le nombre de photons ne va pas être multiplié par G0. Ça, il y a une limite, ça sature au bout d'un moment donné. Donc la saturation est déterminée par le nombre d'atomes excités disponibles dans le milieu amplificateur. Donc si on fait ça correctement en prenant ça en compte, on voit que effectivement le nombre de photons ne tend pas vers l'infini, mais sature. Et en tout cas, ça va augmenter jusqu'à ce qu'on ait la saturation. Le fonctionnement d'un laser, il est vraiment dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'il faut que la quantité qui est ici soit importante. Il faut qu'il y ait une cascade. Ça fait une cascade dans ce cas. Et ça correspond bien au cas où le nombre ici d'aller-retour dans l'amplification G0 doit être importante. Doit être assez importante pour qu'il y ait plus. Pour que l'amplification dans le milieu, quand ça fait un aller-retour, contrebalance le fait qu'il y a quelques photons qui sont perdus par transmission, par le miroir partiellement réfléchissant. Bon. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'on peut calculer ici le nombre de photons qui sortent. Encore une fois, on retrouve la somme des termes d'une série géométrique. C'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Ça. Alors, j'en étais au rôle des miroirs. Là, je viens de vous parler du rôle d'amplification. Donc, les miroirs permettent aux photons de faire plein d'allers-retours dans la cavité et donc d'être amplifiés un certain nombre de fois. Mais c'est pas leur seul rôle, c'est même pas le plus important. En fait. Vous vous rappelez que quand on a un miroir ici et puis un autre là, comment ça s'appelle ce dispositif-là ? On envoie de la lumière, il y a de la lumière qui se propage là-dedans, peut faire des allers-retours et peut éventuellement sortir ici. Quelque chose qu'on a vu ça. On a étudié les propriétés de l'onde émergente. C'est Fabry-Perot. Ça, c'est un interféromètre de Fabry-Perot. Et c'est-à-dire que vous avez effectivement, la lumière est une onde, hein, c'est toujours une onde, parce que là, je la dessine avec des petits aiguilles que vous ne savez plus. Donc la lumière est une onde. Vous avez l'onde qui arrive sur ce miroir-là qui peut se réfléchir. Vous avez une partie qui ressort, une partie qui réfléchit. Si l'onde émergente n'est pas en phase après un aller-retour par rapport à l'onde initiale, vous avez des interférences qui sont destructives et vous voyez moins de lumière. Donc pour qu'effectivement la lumière sorte avec son intensité maximale, il faut que la lumière ait fait après un aller-retour, la lumière ait été déphasée d'un nombre entier de longueurs d'onde. Si ça, je l'appelle L,
la longueur entre le miroir, il y a interférence constructive si 2L c'est la longueur de c'est la distance, enfin c'est la différence de chemin optique dans le milieu pendant un aller-retour de la lumière. Il faut que ça soit égal à un nombre entier de longueur d'onde, et l'entier ici je vais l'appeler P. Voilà. Donc l'effet de ces miroirs qui au début étaient là pour faire traverser la lumière un grand nombre de fois le milieu amplificateur, elle a aussi un effet sur le spectre de la lumière. Ça veut dire qu'on aura seulement certaines longueurs d'onde qui vont effectivement être transmises par le dispositif. C'est celle pour laquelle lambda est égal à 2L sur P. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est super important et super intéressant dans les lasers, parce que c'est en fait ça qui fait une grande partie de l'intérêt spectral des lasers. Quand on dit que les lasers ont un spectre très fin, c'est en grande partie dû à ça. Pas seulement, mais en grande partie. Et si on traçait sans les miroirs le spectre qu'on obtient avec ce type de dispositif. Je vais tracer ici en fonction de la longueur d'onde. Hein. Je trace ici je vais tracer l'énergie et l'intensité en fonction de lambda. Donc imaginez qu'on ait un dispositif ici sans les miroirs, on fait juste traverser de la lumière dans un milieu amplificateur comme ça, et on peut montrer qu'on se retrouve avec un certain spectre ici, qui est centré sur lambda 0. Ce lambda 0 ici, c'est celui qui est donné par la fréquence nu est égale à EJ moins EI sur H. Je vous rappelle que les photons qui participent à l'effet d'émission induite, ils vérifient ça, hein, c'est ceux pour lesquels H nu est égal à la différence d'énergie là. Donc, pour ceux qui ont la bonne longueur d'onde, c'est-à-dire la bonne fréquence, ils vont effectivement être beaucoup amplifiés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont une fréquence un petit peu différente, ça marche encore. Ça marche encore, mais un peu moins. Et voilà, quand on s'intéresse à ça de près, on trouve une courbe qui a cette tête-là. Il y a plusieurs facteurs qui élargissent ici cette courbe. Ça peut être par exemple l'effet Doppler, les atomes qui sont dans le milieu, ils sont agités les uns par rapport aux autres. Donc quand il y en a un qui émet de la lumière en s'approchant vers vous, il vous paraît plus bleu qu'un atome qui émet de la lumière en s'éloignant de vous. Donc ça participe à l'élargissement ici. Et pour une source typique, à température ordinaire, le delta lambda qui est ici, il est de l'ordre de 10-4 nanomètres. Ouais, pour un gaz à température ordinaire, on trouve 3-10-4 si on va chercher dans les bouquins la quantité d'élargissement due à l'effet Doppler dans les gaz. Donc c'est quelque chose qui est assez fin, hein, puisque le lambda ici, par exemple pour le laser hélium-néon que vous utilisez dans le rouge, là c'est combien le lambda? 500. Combien? Alors ça c'est dans le vert, 520 quelque chose. 732,8. Oh. 632. 632,8. Ok, merci. Donc vous avez ici quelque chose qui est 6 ordres de grandeur plus petit que ça. Donc c'est quand même spectralement très fin. Mais si dans cette largeur maintenant, vous mettez les longueurs d'onde qui sont effectivement permises, qui peuvent passer plusieurs fois dans le dispositif en faisant des interférences constructives, vous allez trouver un nombre discret de longueurs d'onde. Vous allez avoir un lambda qui est ici, un autre qui est là, un autre qui est là. Voilà, vous allez en avoir plein comme ça. Là, ils ne sont pas spécialement régulièrement espacés, ils sont 1 sur P, ça va donner un ensemble de pics comme ça. Et si bien que le spectre final fourni par le dispositif va avoir cette forme-là. Donc en jaune ici, c'est le coefficient de transmission du Fabry-Pérot, c'est-à-dire la proportion de lumière que finalement ça laisse passer. En blanc, c'est la distribution spectrale de ce qu'on injecte dans le Fabry-Pérot. Donc ce qui sort, c'est le produit de ces deux courbes-là. Et on trouve quelque chose qui a cette tête-là, du coup. On trouve un ensemble de
pics, voilà, dont certains sont vraiment tout petits, parce qu'il n'y a simplement pas de lumière qui est injectée là-dedans, et d'autres sont importants. Voilà. Donc ça, c'est le spectre qui sort d'un laser fait de cette façon-là, avec deux miroirs et un milieu amplificateur. Et alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Parce qu'on peut utiliser cet effet-là pour augmenter énormément la largeur spectrale du laser. Parce que là j'ai dessiné un cas un petit peu, enfin j'ai dessiné un cas dans lequel l'écart entre les raies transmises par Fabry-Pérot, il est du même ordre de grandeur que la largeur initiale de la raie. Mais on a d'autres situations qui sont possibles. On peut très bien avoir des situations, par exemple, si le laser il est vraiment très long, si je prends une distance grande entre les miroirs, ici je vais dessiner le spectre, ici je vais dessiner les miroirs. Si L est grand ici, est-ce que les pics ici vont être très écartés ou peu écartés? Vous avez la relation entre les pics et puis L un petit peu plus tôt dans le cours. Je l'ai écrit là. Donc ils vont être, si L est grand, effectivement, ils vont être très écartés. Et on risque de se retrouver, si c'est le cas, avec un pic là, un autre là, un autre là-bas. Et finalement, qu'est-ce qui sort du laser? Que dalle. Ça, c'est pas bon, cette situation-là. On a peu de chances que... Enfin, ici, on n'a pas de lumière qui sort du dispositif. Si elle est minuscule, cette fois-ci, on se retrouve avec des pics qui sont très serrés. Et on se retrouve finalement avec un spectre final qui a cette tête-là. Voilà, le spectre final, il a dans ce cas cette tête-là, donc ça reproduit le profil initial, mais en allant chercher dedans juste certaines fréquences discrètes. Ça peut être intéressant pour certaines applications et ça peut être un problème pour d'autres. Je vais vous montrer juste après une animation de pourquoi ça peut être intéressant de faire ça. Mais on peut avoir, ce qu'on a envie de faire souvent quand on utilise un laser, c'est d'avoir quelque chose qui a une fréquence bien donnée. Vous avez un spectre et éventuellement une certaine largeur spectrale, mais on a plutôt envie d'être dans une situation intermédiaire entre ces deux-là, qui correspond quasiment à ce que j'ai dessiné ici. La situation idéale, l'utilisation d'un laser dans beaucoup de circonstances, c'est la suivante. Vous avez ici la courbe initiale, on l'appelle d'ailleurs la courbe de fluorescence, cette courbe-là, parce qu'elle est liée au phénomène de fluorescence par ailleurs, si j'utilise le nom. Et l'idéal, c'est si vous avez des pics qui sont comme ça. Donc vous avez L qui a une valeur intermédiaire, et pour lequel vous avez un pic de transmission qui tombe pile au milieu de la courbe de fluorescence, et les autres qui sont complètement en dehors. Parce que dans ce cas, que vous sort votre laser, il vous sort une raie. Comme ça. Juste celle-là. Donc vous partiez ici d'un phénomène qui avait une largeur spectrale importante, relativement importante. On a vu tout à l'heure, c'était une largeur de 10-4 nanomètres. Ici, tout ça, c'est 10-4 nanomètres. Ça peut être beaucoup plus fin si la cavité elle est suffisamment réfléchissante. Par exemple, on a vu dans le cours sur le Fabry-Pérot que la largeur ici de chaque raie de transmission du Fabry-Pérot dépend du coefficient de transmission des miroirs. Plus le miroir est réfléchissant, plus ça va être fin. Et bien effectivement, on peut avoir ici une raie de sortie qui est extrêmement fine, et qui est surtout beaucoup plus fine que la raie naturelle qui a envie de se propager dans le milieu. Donc si on choisit la longueur du laser dans cette situation-là, on arrive exactement à ça, et là c'est super. On a quelque chose qui est très bon spectrum. Si vous faites le calcul, là, je suis allé un peu moins vite que... oui. Je n'aurai pas du tout le temps de le faire. Donc, si vous regardez dans les notes, le calcul on le fait bien et on trouve que pour une largeur naturelle que je vous ai donné tout à l'heure, on trouve que l'optimum de largeur du Fabry-Pérot c'est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres.
Ici, il faut que L soit de l'ordre de 50 cm, 60 cm. C'est-à-dire que si c'est plus petit, il va y avoir plein de modes. Si c'est trop grand, il va y avoir pas assez de modes, on va être dans ce cas-là. Et de fait, hein, les lasers que vous avez, ils font 30 cm, voilà, c'est ça. C'est pas un hasard. Ça, donc on a envie parfois d'avoir ça. Attention, on a aussi parfois envie d'avoir plein de modes. Et ça, c'est une propriété que j'ai vraiment envie de vous montrer. Parce que la superposition de plusieurs modes discrets comme ça, elle a une propriété vraiment très intéressante. Et je veux vous l'illustrer plutôt que... Je ne vais pas écrire d'équation du tout, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer ici... Ce que je vous montre ici, c'est un peu le bazar. C'est la superposition de plusieurs sinusoïdes. Il y en a une qui a une période de 10, l'autre de 11, de 12, de 13, de 14, de 15. J'ai superposé 6 sinusoïdes qui ont des fréquences assez proches. Et ça correspondrait ici. Donc elles sont régulièrement espacées, donc ça serait ici 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et j'en ai mis que quelques-unes comme ça. Quand on superpose des ondes monochromatiques, alors ici qui ont la même amplitude, hein, je n'ai pas voulu compliquer comme ça, donc on superpose des ondes monochromatiques de même amplitude. Donc ça donne, ça c'est pas la superposition, c'est juste chacune des ondes, là, vous voyez qu'il y en a qui oscillent plus vite que d'autres, donc elles se déphasent. Le truc intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, elles se remettent ensemble. Et vous avez un phénomène qui est périodique comme ça, et quand on superpose ces ondes-là, pour la vidéo, quand on superpose ces ondes-là, voilà ce que ça donne. Vous obtenez quelque chose comme ça, vous obtenez ici un maximum, puis ça décroît, puis de nouveau un maximum ici. Donc ça localise les ondes, et ça va se manifester du point de vue temporel comme des impulsions. Vous allez avoir une première impulsion lumineuse, puis rien, puis une autre impulsion lumineuse. Là, le dessin qui est ici, la figure, c'est avec 6 ondes. Maintenant, j'ai fait la même avec une centaine. Et voilà ce que ça donne avec une centaine. Vous avez quelque chose qui est encore plus localisé. Donc en superposant comme ça des modes différents, alors il faut faire quelque chose, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il faut faire en sorte qu'en plus les modes aient la même phase les uns par rapport aux autres. S'ils ont des phases aléatoires, ça ne marche pas. Si on arrive à faire ça, on arrive du coup à faire des impulsions qui sont extrêmement localisées dans le temps. Ça, c'est ce qui s'appelle des lasers picosecondes ou même femtosecondes. On arrive à faire des impulsions qui ont des largeurs de 10-12 ou 10-15 secondes en superposant comme ça un grand nombre de ce qu'on appelle des modes, hein, de modes différents. Voilà. Donc ça, c'est une utilisation possible de cette situation-là, mais encore une fois, le plus naturel dans la plupart des cas, c'est quand même d'avoir envie d'être dans cette situation-là. Alors attention, hein, là ça paraît du coup, ça paraît assez simple mon truc, puis je dis, bah voilà, on prend L égale 50 cm, on obtient ça, très bien. Dans la pratique, 50 cm, si on varie ça d'une longueur d'onde, ça veut dire que ça va venir ici. C'est très instable, hein, la figure qui est ici. La position exacte de ce pic-là est très très sensible à la distance entre les miroirs. C'est un phénomène d'interférence dont on parle ici. Donc si les miroirs se décalent d'une longueur d'onde, eux, ils bougent énormément. Ça veut dire que dans la situation qui est ici, on peut avoir ce mode-là. Si on chauffe, par exemple, si on chauffe le dispositif et que la distance entre les miroirs augmente, vous allez avoir la distance entre ces modes-là qui va augmenter. Je vais en mettre un là ici parce que je vais en avoir besoin. Donc tout ça, ça va se dilater comme ça. Ce mode-là va se déplacer par là-bas, donc il va diminuer en intensité. Donc le laser va perdre un peu de pêche. Et vous avez ce mode-là qui va rentrer, donc, prendre sa place. Le laser va continuer à chauffer et c'est ce pic-là qui va prendre la place. Et vous aurez vu ce que vous aurez vu en sortie, c'est la sortie du laser qui faiblit puis qui repart. Ça, c'est quelque chose que vous observez avec les lasers que vous avez en TP1. Si vous regardez attentivement quand vous allumez le laser, il y a effectivement des petites fluctuations qui sont en partie dues à ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Hyper dans les temps, mais c'est incroyable. Il y a encore une chose que je veux vous dire. Du coup, pour résumer tout ça, une propriété importante de la lumière laser qui découle de ce qu'on vient de voir là, de la manière dont ça fonctionne, c'est que la lumière laser, elle a une propriété de cohérence énorme. Ça, vous l'aviez mentionné dès le début. De cohérence temporelle. Cohérence temporelle, elle a deux origines. Le fait que
tous les photons qui sont émis dans le milieu sont identiques les uns aux autres, d'après le processus même d'émission. Alors que si vous vous rappelez ce que j'ai dit quand j'ai parlé de cohérence temporelle au début du cours, j'avais introduit le fait que justement les atomes d'une source classique émettent tous de manière complètement indépendante les uns des autres. Et c'est ça qui limitait la cohérence temporelle. Ici, ce n'est pas le cas, ils sont tous identiques. D'une part, et d'autre part, la largeur spectrale est faible, est très faible, à cause de la présence des miroirs. Alors, pas seulement, hein, je prends un raccourci, mais voilà, une des causes importantes de la faible largeur spectrale, c'est la présence des miroirs, c'est ce que je viens de dire ici. On passe de ça à ça. Et delta lambda, c'est combien? Donc du coup, là, ça peut être du 10-8, 10-9 nanomètres. Ça dépend vraiment après juste de l'écart entre les... du coefficient de réflexion des miroirs. Et on fait maintenant des miroirs qui ont des excellents coefficients de réflexion. Du coup, et vraiment pour terminer, le fait que cette cohérence soit importante, ça veut dire plusieurs choses. Donc, d'une part, on peut l'utiliser pour faire de la spectroscopie. Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans, on va passer des heures à expliquer, à décrire le rôle du laser dans la recherche moderne. L'optique a vraiment été révolutionnée dans les années 60 quand on a effectivement mis au point les premiers lasers. Dans les utilisations qu'on en fait, on est amené donc parfois à utiliser cette propriété-là, mais il y en a une autre aussi qu'on utilise, c'est la directivité. Je ne rentre pas dans ce détail-là non plus, mais la lumière laser a des propriétés qui font qu'on peut effectivement facilement en faire des faisceaux. Tout à l'heure, je vous ai mentionné notamment le rôle du miroir, hein, le fait qu'on mette deux miroirs plans, ça sélectionne juste la lumière qui va dans une direction donnée, c'est-à-dire qu'on aura une onde plane en très bonne approximation, donc une onde qui va dans une direction donnée. Et du coup, vous avez maintenant des lasers qui se vendent. Hein. Si vous voulez faire le niveau chez vous, quand vous faites des travaux, ils vendent des trucs qu'on met sur un trépied, et vous avez un laser qui tourne comme ça, et ça vous fait un point lumineux qui, si vous avez bien réglé le trépied, vous donne partout l'horizontale. Voilà. Ça utilise la directivité. Alors du coup, on a des lasers qui sont utilisés dans la vie courante, on a accès à des lasers, on peut en acheter, et donc je veux juste vous dire un mot sur quand même ce qu'il faut, les précautions qu'il faut prendre. Pourquoi ça peut être éventuellement dangereux un laser? Qu'est-ce qui peut se passer de nocif avec un laser? On peut l'avaler, mais ça on va à ce côté. Ouais. On peut se brûler la rétine, effectivement. Si on en a qui vient dans l'œil, on peut se brûler la rétine. C'est ce que c'est le cas de tous les lasers. Ok, pas mal. Il y a effectivement des classes de lasers. Les gars qui manipulent trop les lasers. 3 et plus, je ne vais pas détailler ça. Donc on sépare effectivement les lasers en fonction de leur dangerosité, et on sépare ça en 4 classes. Je vais juste mettre les 3 premières ici. La classe 1, c'est les moins dangereux. C'est ceux qui, de toute façon, quoi que vous fassiez avec, il ne va rien se passer. Donc ça peut vous arriver dans l'œil, c'est suffisamment peu intense pour que, voilà, vous allez voir le laser, mais ça ne va pas vous... Donc ça veut dire pas de danger. Donc ça, c'est un critère de puissance. Et alors, évidemment, je ne le connais pas par cœur, le critère. Ça va être 0,39 mm, il me semble. Vous vérifierez, je n'ai pas envie de prendre 2 minutes à ouvrir le fichier. Il y a un critère il me semble que c'est de cet ordre de grandeur-là. Et ça, c'est établi avec des normes sur la dangerosité dans l'œil, peu importe. Classe 1, il n'y a pas de souci. Et c'est marqué dessus, hein, vous avez un laser, c'est toujours marqué la classe dessus. Classe 2, là c'est dangereux, et c'est ceux-là que vous utilisez en fait. C'est pour ça que je veux en parler. Quand vous avez les lasers que vous avez en TP, ce sont des classes 2. Donc ils sont dangereux, c'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un, vous lui mettez le laser et vous lui ouvrez les paupières comme ça, et vous allez lui cramer l'œil. D'accord ? Ne le faites pas, hein, c'est mal. Mais la raison pour laquelle on vous permet de les utiliser, c'est que si ça vous arrive par inadvertance et que le laser vous arrive dans l'œil, vous avez un réflexe de l'œil qui est de se fermer quand il y a une luminosité trop importante. Et donc ces lasers-là ont une dangerosité qui est telle que quand ça arrive sur l'œil, vous recevez de la lumière, mais pendant le temps que l'œil se ferme et réagit à ça, vous n'aurez pas eu de dommages sur votre rétine. D'accord ? En gros, la puissance accumulée pendant le temps de réflexe est suffisamment faible.
Donc ça c'est OK. Si le réflexe de l'œil est normal. Il faut quand même prendre des précautions avec ça. Hein. Ça veut dire que quand vous manipulez ça, il faut s'arranger quand même pour pas qu'il y ait d'objets réfléchissants partout. Il faut enlever ses bagues et ses bijoux quand vous manipulez des lasers. Si certains d'entre vous ont à faire ça devant des gens, devant un public, devant une classe ou devant des gens, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y aura pas de réflexion parasite. C'est pas super agréable de se prendre du laser dans l'œil. Et classe 3+, c'est ceux qui sont dangereux. Alors après, vous avez une séparation suivant la manière dont c'est dangereux. Il y en a qui sont dangereux pour les yeux. Donc ils sont tellement puissants que même pendant le temps que l'œil se ferme, il est cramé. Mais pas seulement. Hein, vous avez des lasers, par exemple, qui marchent hors du domaine du visible, en infrarouge ou dans les ultraviolets. Eux, ils ne vont pas du tout déclencher le réflexe de l'œil, parce que l'œil ne voit rien, donc il se rend compte de rien. Et même si le laser est relativement peu puissant, vous l'envoyez pendant 1 ou 2 secondes, et paf, vous avez l'œil qui boue et qui explose. Donc c'est pas sympa. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Donc les lasers relativement puissants et hors du visible rentrent dans cette catégorie-là. Et vous avez même des lasers qui sont encore plus puissants, dans le visible ou hors du visible, où là le danger n'est pas dans l'œil, mais c'est vraiment sur la peau, ou simplement si ça passe, ça peut vous cramer la peau juste en passant. Les lasers qui sont utilisés pour le micro-usinage, par exemple, ils sont vraiment faits pour couper du métal. Donc si vous mettez votre doigt, vous n'avez aucune chance. Ça, donc là je suis allé un peu trop vite sur ça, vous regardez dans les notes aussi, il y a un paragraphe qui est dédié à ça et qui explique ça. Si vous cherchez classe de laser sur Wikipédia, vous allez aussi trouver toutes les infos nécessaires. Je m'arrête là pour ce cours. Donc voilà, c'est fini. Yeah.